Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule Above the Rim. Alors cette semaine, je suis avec Michael Chmielewski, qui est coach collégial 3 à Brébeuf et qui a été élu meilleur coach au Canada au niveau collégial en 2018. Comment ça va, Mike? Ça va bien, toi? Ça va très très bien. Tout se passe bien pendant le Covid? Ouais, c'est calme, c'est Ouais. calme. Tu arrives à garder un œil sur tes joueurs? Euh, Pas autant que j'aimerais. Ouais. Ouais, pas autant que j'aimerais. Alors Mike, je vais te demander de te présenter aux gens. Ouais, comme Rémi disait, je coach au Cégep Jean de Brébeuf au niveau collégial 3. Ça fait 5 ans qu'on évolue au niveau 3. Nous étions au niveau 2A avant ça disons, j'ai embarqué en 2006-2007 comme entraîneur en chef. J'ai pris une pause pour aller coacher à McGill comme assistant une année. Je suis revenu à Brébeuf, puis avec une couple de bonnes années, on a décidé de faire le saut en 3A. Puis nous voilà depuis 5 ans. Non, vous avez bâti le programme de Brébeuf qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la première question, quand tu vas recruter quelqu'un dans un cégep, quand tu vas faire ton recrutement à Brébeuf, c'est quoi, pour jouer en 3A, c'est quoi les choses que tu vas observer? C'est quoi que tu veux voir chez un joueur? Euh, Personnellement, on va essayer du mieux qu'on peut de analyser ou observer la passion du jeune pour le sport. Est-ce qu'il aime vraiment, vraiment ça? Parce qu'il y en a qui jouent parce que c'est un bon passe-temps pour eux aussi, puis il y en a qui pratiquent le sport parce qu'ils sont talentueux, mais qui a ce regard dans les yeux de vouloir vraiment aller plus loin? On a une philosophie de développement dans notre programme. Notre objectif, c'est d'ouvrir le plus de portes universitaires ou le plus d'options pour les étudiants athlètes après qu'ils passent par notre programme. De l'autre côté de la médaille, ça prend un étudiant athlète qui a un engagement et qui a une rigueur et discipline et qui est aussi honnête avec soi-même et envers les autres. Donc, on parle un petit peu plus de caractère. C'est correct d'avoir un petit peu moins de rigueur ou de discipline en autant qu'ils sont ou il est capable de l'admettre, de se l'admettre et de nous l'admettre. C'est toujours un petit peu plus facile à travailler avec. Oui. Ça commencerait plus avec une philosophie que le jeu technique, comme Oui. on dit. Et avec la nouvelle vague qu'on voit un petit peu du basket, est-ce que ensuite tu vas regarder plus le profil athlétique, le profil génétique? Est-ce que le joueur a une génétique intéressante ou son développement technique, par exemple? C'est sûr qu'il y a un aspect athlétique à observer. Généralement, avec les garçons de 16 ans, physiquement, ils sont beaucoup plus proches de leur maturité physique qu'ils l'étaient à 12 ans. Quand on coachait à 12 ans, puis quand je coachais à des garçons de 12 ans, ben, c'était le moment d'analyser est-ce que le jeune avait un gros pied, est-ce que les mains étaient plus grandes pour voir s'il y avait une croissance potentielle plus tard. Oui, OK. cartilage dans les poignets. Exact. Fait que tout ça, on me l'a appris à observer ça à un jeune âge aussi. Donc, mais là, pour le recrutement collégial, ça a un moins gros impact. On va essayer de recruter des grands qui le sont déjà. Puis, la majorité du temps, avec les grands, on va devoir mettre un accent sur le développement technique avec eux. Okay. S'ils sont plus avancés, tant mieux, mais c'est rare parce que normalement, ils sont plus au Québec rendus à 16 ans. S'il fait je ne sais pas quelle grandeur, c'est rare qu'il est encore là. Oui, il se fait recruter aux Probablement, États-Unis. il est probablement ailleurs Ouais. rendu à 16 ans. D'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, on va revenir là-dessus tout à l'heure.
Ouais. Et la prochaine question, donc, ça allait un peu avec ce que tu dis là. Comment tu vois la formation donc au niveau cégep? On a parlé de ça juste avant en préparation de l'entrevue et tu as amené des super bons points parce que moi, je te demandais en fait, euh, dans ma vision, peut-être un peu de culture européenne, je te disais, à l'âge auquel ils arrivent au cégep, c'est une fin de formation. Ouais. Et donc, je te demandais, comment est-ce que toi, tu vois ça, puis qu'est-ce que tu vas leur apporter dans la formation à cet âge-là au Québec? Personnellement, je ne vois pas ça comme une fin. Euh, Ils sont tous imparfaits, ils sont tous loin de leur maturité technique ou leur potentiel de joueur complet. Je pense qu'avoir cette approche-là, c'est aussi d'avoir une confiance envers le jeune qu'il peut, il arrive à un tel niveau ici, puis on espère, puis on a confiance qu'il peut se retrouver à tel niveau lorsqu'il sort du programme. Oui, Ça va prendre beaucoup de travail. Euh, il y a aussi un aspect, c'est on l'observe au secondaire, on le recrute une année avant le collégial, puis il n'y a rien qui peut simuler une pratique collégiale ou ta propre pratique personnelle que tu fais avec ton équipe. Tu as des attentes X avec ce jeune-là, il rentre dans ta première pratique, puis là, tu t'aperçois, il est peut-être plus haut que tu pensais ou il est peut-être moins avancé dans certains aspects que tu pensais. Puis c'est difficile d'évaluer ou d'avoir une évaluation précise là-dessus parce que c'est comme une pyramide. oui, Au secondaire, le bassin il est comme ça. Rendu plus haut, le bassin de joueurs est plus petit. Il y a plus de bons joueurs. Le niveau général du joueur monte. Fait que là, il y a des lacunes qui se font exposer oui. aussi. Puis, je mentionnerais aussi, c'est beaucoup du cas par cas. Donc, avec un meneur de jeu, typiquement, il va avoir passé beaucoup, beaucoup plus de temps avec le ballon dans ses mains. Euh, Fait qu'il y a une coordination avec le ballon beaucoup plus avancée. Mais jouer sans le ballon, par exemple, Ouais. il risque d'être perdu aussi. Puis avec les grands, c'est peut-être l'inverse. Le jeune qui a passé tout son secondaire à ne pas toucher au ballon ou à toucher très peu au ballon, Parce qu'elle ne se rendait pas jusqu'en bas. ouais, peut-être qu'il a développé un mouvement sans ballon supérieur, mais sa touche aux coordinations de ballon, elle est peut-être à développer davantage. Oui, Euh, Généralement parlant, là où on se situe, euh, les jeunes se font. Ça change, ça progresse tranquillement, oui. mais j'ai souvent eu besoin de travailler avec des grands qui ont passé tout leur secondaire en dessous de l'anneau à ne pas toucher au ballon. Puis là, ils sont arrivés plus tard, puis il y a du rattrapage à faire, right? Puis pas juste ça, c'est. Là, je me mêle un petit peu je vais dans plusieurs directions, là. Tu peux y aller. On parlait de formation du joueur. Fait que si moi, ça m'est déjà arrivé, pour revenir sur le sujet, que c'est du cas par cas, ça m'est déjà arrivé d'ajuster la méthode de course d'un joueur. Right? Parce qu'il n'avait pas la bonne posture, il n'utilisait pas les mains de la bonne manière. Et ça, à 17 ans, il a appris, ou il l'a corrigé, je dirais. Oui. Parce qu'il courait déjà bien, mais on a corrigé sa méthode de course à 17 ans. Ouais, et comme tu disais, en fait, c'est peut-être dû au fait qu'il a commencé de suite par le basketball, peut-être même parfois un petit peu tard. Et c'est comme si tu passais de assis ou marcher au maximum à d'un coup courir derrière un ballon. Ouais, Tu m'as apporté aussi quelque chose de super intéressant. C'était peut-être culturel. Tu vois, et on a évoqué ensemble les pays de l'Est, où ouais, tu me disais que en Europe, justement, et tu avais vu un colloque avec un coach ou un coach canadien qui expliquait ça, que tu vas avoir chez les moins de 15, par exemple, ou chez les moins de 12, des coachs qui sont spécialisés, c'est même pas des coachs finalement, des entraîneurs qui sont spécialisés pour développer des jeunes. Et c'est comme un métier. Moi, je te disais, c'est comme un métier. On jouait les pays de l'Est dans des tournois en France. Quand ils avaient 12 ans, on voyait des joueurs qui étaient assez similaires, des joueurs avec un potentiel athlétique intéressant. On pouvait leur mettre 20 points,
Mais quand on rencontrait ces gars-là autour de 16 ans, c'est eux qui nous en mettaient 20 ou 30 et chacun était capable de jouer à tous les postes. Donc, toi, tu me disais que tu ne voyais pas la fin, tu ne voyais pas en fait le cégep comme une fin de formation parce que le système ici est quand même différent. Tout dépend du programme, right? Et de Oui, la structure du programme. oui, Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de programmes avec une structure, avec une ligne bien distincte, avec les tâches bien définies, bien structurées. Tu mentionnais que ce n'était pas des coachs, c'était des formations. C'est quand même un coach, mais lui, son rôle, il était dans le stade de développement dans ce pays-là, right? c'est Puis ça. au-dessus de lui ou dans les groupes d'âge plus élevés, c'était le coach dans le stade de compétition, disons. Oui, Là où son rôle, c'est les victoires et les défaites. Les coachs à 14 ans et moins, encore une fois, dépendant du programme puis de la structure, son rôle ou ses tâches sont bien définies. Toi, tu développes comme ça ou tu appliques ce modèle de développement-là. Puis, les gérants de ces programmes-là, ils pouvaient remercier des coachs oui, pour avoir fait trop de tactiques ou avoir mis trop d'emphase sur un jeu à mémoriser à l'âge de 12-13 ans. oui. Parce que c'est pas ça ce qu'on veut faire avec ce groupe d'âge-là. Il est Ici, sorti du cadre. c'est ça. Ici, les cadres sont peut-être, la différence, les cadres sont peut-être moins définis. Oui, Tout le monde est compétitif, peu importe le groupe d'âge. Et c'est bon aussi parce que tu apprends très rapidement qui est plus compétitif également. Donc, ça a son positif aussi, mais tu peux perdre certains athlètes au fur et à mesure également. oui. Donc, en fait, tu vois, la suite de cette question-là qu'on avait vue, c'est est-ce que donc à cet âge-là, tu peux facilement rattraper en fait un retard technique important chez un joueur? Euh, pour moi, je ne vois pas ça comme un choix. Oui, Si j'arrive à identifier ce retard technique, je ne vais pas pouvoir l'ignorer. oui, Et c'est juste comme ça qu'on coach, là, que moi, je coach personnellement. Je ne vais pas pouvoir l'ignorer. Ça peut être mon meilleur joueur, ça peut être mon joueur du milieu ou mon plus jeune. Si j'ai identifié ce retard technique, je vais vouloir travailler avec et ensuite lui imposer ce travail dans son temps libre également. ok. Et est-ce que ça peut se faire, en fait, ce que je voulais aussi te demander par là, c'est est-ce que ça peut se faire aussi efficacement chez un joueur de cette tranche d'âge que chez un joueur peut-être qui est autour de 12 ans où on dit que c'est des éponges, tu sais que techniquement il Ouais. développe beaucoup plus facilement. Est-ce que donc un joueur qui a sauté des étapes importantes techniques mais qui est un monstre génétique et qu'on a vraiment envie de voir à haut niveau, est-ce qu'on peut quand même efficacement rattraper donc ce retard technique? C'est drôle parce que je pense que j'étais à une présentation il y a une dizaine d'années où un coach d'expérience énorme avait présenté toutes sortes d'affaires sur la coordination puis la technique à un jeune âge. Puis je me rappelle très bien, je l'ai approché à la fin de la clinique puis je lui ai dit, est-ce qu'il est trop tard pour un jeune que c'est sûr qu'il n'a pas vu ce que vous venez de montrer, là. C'est sûr qu'il n'est pas passé par cette formation-là. Puis il a dit, oui, ça va juste être plus difficile. Ouais, Que l'idéal, c'est de le faire plus jeune. C'est comme apprendre une nouvelle langue aujourd'hui. Ça va être beaucoup plus difficile que d'apprendre une nouvelle langue au niveau primaire. ouais. Reconnu que c'est plus facile d'apprendre des nouvelles langues quand on a l'âge à l'école primaire. Oui, So, c'est ça, parce que dans le développement de l'enfant, c'est pas la même façon de traiter les ouais. informations, Fait, tout ça. fait que je résumerais ça comme idéalement, oui, c'est plus facile et on aimerait ça qu'il ait appris ça, tous les gestes nécessaires à un jeune âge. Mais je peux aussi dire
on travaille rarement dans l'idéal. Ouais. Euh, Je donnerai pour illustration le cas d'un joueur français qui s'appelait Jimmy Nebo, qui était un intérieur, un monstre physiquement, qui a commencé le basketball très tard, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est autour de 18 ans, basketball structuré, et qui a fini en équipe de France. Donc, qui a été professionnel, qui a eu une longue carrière, donc c'est tout à fait possible, ça se voit. Nowitzki aussi a commencé tard, il me semble, hein, autour de 15 et 16 ans. Olajuwon a commencé à 17. Ah ouais? Olajuwon, il jouait au soccer. Ça Oui. se peut que je me trompe. Ouais. Ça se peut que je me trompe, mais on parle d'un des meilleurs centres de tous les temps sur la planète. Puis c'est un joueur de soccer. Il a commencé le basket très tard ou c'était Dikembe Mutombo, je ne suis plus sûr, mais il me semble que c'était. Mais Olajuwon joue au soccer. Puis il était gardien, je pense, au soccer ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, tout dépend de ce qu'il a fait jusqu'à 17 ans. Est-ce qu'il a joué à plusieurs sports aussi? Oui. Et il est devenu The Dream. Oui, exactement. Alors, une autre question par rapport au cégep. Tu sais, on entend souvent parler de style de jeu. On entend le style à l'européenne. On entend le style de jeu de la NCAA, le style de jeu de la NBA. Est-ce qu'il y a un style de jeu collégial, québécois ou canadien? Généralement parlant, côté tactique, c'est différent. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent différemment sur le plan tactique. Mais en termes de style, peut-être une exception. Je pense même pas. Tout le monde joue très rapide. Et tout le monde veut jouer très rapide. C'est un jeu rapide et agressif. Oui, c'est plutôt du jeu rapide, du jeu athlétique qu'on va voir. Tout à l'heure, on parlait, toi, tu me parlais un petit peu, tu disais que tu t'amusais aussi tactiquement. Tu me disais que certaines équipes t'étudient l'équipe que tu as en face et que tu vas t'adapter. Tu me parlais de Princeton, c'est ça? Oui, mais on a 10 programmes collégiales, 3. Puis sur le plan tactique, il n'y en a pas beaucoup qui se ressemblent. Il y a beaucoup il y a une équipe qui joue avec beaucoup d'actions Princeton élaborées avec un centre au milieu du high post qui fait des écrans dans le dos à la longueur du match avec un système très élaboré avec beaucoup de mouvements. Il y a des équipes qui jouent en 5-out, espacé, avec beaucoup d'écrans sur la balle. Il y a des équipes qui vont jouer avec énormément d'écrans sur la balle, visant ton pire défenseur à chaque possession et ils vont structurer leur attaque à partir de là. Il y a des équipes qui ont des continuités intéressantes avec beaucoup de mouvements. C'est ça qui est. En termes de préparation de match, moi, je trouve ça. Je m'amuse énormément dans cette ligue-là. Puis je pense que c'est bon pour le développement de nos joueurs également de leur présenter cette préparation-là parce que rendu à l'universitaire, ils auront vu la majorité des actions principales, ils les auront déjà défendues ou vues, vécues avant qu'ils jouent un match à l'université. Oui. Ils auront tous eu besoin de défendre des écrans dans le dos, des écrans sur la balle énormément, des écrans en bas, comme on dit ça en français, des pin-down, des down screens. Oui. Avoir défendu tout ça et peut-être même exécuté, dépendant du système que nous, on engage d'année en année. Tu me parlais, on discutait du 5-out et tu m'apportais quelque chose. Et tu me disais, oh, ça dépend du nombre aussi d'intérieurs, de grands que tu as dans une équipe. Ça m'amène à une question qui n'était pas prévue. Moi, j'ai vu quelques matchs universitaires cette année au Québec. Malheureusement, je n'ai pas vu de match de cégep. Mais ce que j'ai pu observer dans les équipes universitaires, c'est que je voyais très peu de grands. Est-ce qu'il y a une pénurie de grands au Québec? Oui. Et qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est le fait que finalement, il n'y a pas de grands ou est-ce que c'est le fait qu'ils partent du Québec?
Ben, il y a définitivement une partie de ils partent Oui, à un jeune âge ou un petit peu plus tard. La réalité est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui partent. Nos équipes universitaires, euh, quand ils se rendent au championnat national ou au tournoi national, notre représentant, ça arrive souvent qu'ils font face à une équipe avec de la grandeur qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience contre durant l'année. OK. La moitié de leur calendrier, c'est un calendrier de conférences, donc ils jouent contre les universités québécoises. Oui, Puis l'autre moitié de calendrier, ils jouent contre des équipes à l'extérieur de la province. S'ils sont chanceux, ils vont jouer contre des grands, mais généralement, ils se rendent au national, puis ils vont jouer contre des plus grands, puis ils ne sont pas nécessairement tout le temps habitués. oui. On va enchaîner avec une question qui peut concerner aussi les grands. La formation au Québec. On entend des fois des coachs dire qu'on a perdu un petit peu l'enseignement des fondamentaux, qu'on enseigne moins les fondamentaux classiques qu'on connaissait du basketball à l'époque. Euh, Comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que, premièrement, c'est vrai qu'on enseigne moins les fondamentaux? Et deuxièmement, si c'est le cas, est-ce que tu vois ça comme une perte ou comme une évolution dans la formation du basketteur? Euh, la question a plusieurs dimensions à attaquer. Premièrement, la question de la perte ou de l'évolution, j'aurais peut-être des meilleurs mots à utiliser ou à proposer. Euh, on néglige peut-être certains fondamentaux classiques qui sont encore essentiels ou importants aujourd'hui et on a ajouté d'autres fondamentaux et non évolué. C'est un jeu qui est plus axé sur le périmètre qu'avant. Donc, il y a des jeux de pied importants à apprendre sur attaque sur réception, par exemple. L'attaque sur réception est devenue plus importante aujourd'hui, mais la triple menace n'a pas nécessairement disparu. Ça a quand même son importance et son besoin aujourd'hui, dépendant de la situation, dépendant de ce qui se passe. Les joueurs devraient quand même être capables de faire une triple menace. Oui, Et c'est peut-être quelque chose qu'on travaille moins aujourd'hui, qu'on oublie de faire parce qu'il y a d'autres, tu sais, le jeu, il progresse dans des directions, le style de jeu progresse dans d'autres directions. Donc là, on ajoute d'autres fondamentaux où on travaille sur de nouveaux, où on met de l'emphase sur de nouveaux fondamentaux et on oublie ou on néglige peut-être les traditionnels. oui. Un truc que j'avais observé, moi, je n'ai pas coaché longtemps. Hein. J'ai coaché Jeanne Mans pendant 3 ans. Après, je me suis vraiment spécialisé dans la préparation physique, mais quelque chose que j'observais, et un point vraiment très simple pour lequel je trouve que la triple menace est important, c'est que quand il y avait une touche, par exemple, mon joueur, j'étais en juvénile développement, remise en jeu sur la touche, mon joueur prend la balle et il commence à faire le tour de l'arc à 3 points en dribblant. Pendant tout ce temps, il n'a absolument rien vu de ce qui était en train de se passer sous le panier. Donc, ça te Ouais. permet au moins de voir ce qui se passe. Exact. Tu sais, c'est beaucoup trop parce qu'on l'entend. Des fois, là, c'est intéressant. C'est pointu ce que je vais dire là, mais des fois, on a tendance à prendre ce qu'un coach présente dans une clinique Ouais, et, sans vraiment comprendre ce qu'il dit, le prendre blanc et noir. Parce ouais, que j'ai déjà entendu de très bons coachs dire l'importance de la triple menace est descendue parce qu'il y a plus de mouvement, il y a moins de. On joue plus rapidement, on garde le ballon moins longtemps. Right? ouais, Décisions, on veut les prendre demi-seconde maintenant. C'est des touches de demi-seconde. Mais ça ne veut pas dire que la triple menace n'est plus importante. ouais, Et moi, j'ai déjà vu ça. Ils ont dit c'est moins important aujourd'hui.
si on est en train d'adopter la philosophie des Spurs, là. Une demi-seconde par push, une demi-seconde par touche, une demi-seconde par touche. Ça tourne. Oui, mais on parle aussi des Spurs, on parle aussi des professionnels. Une fois qu'ils ont créé un avantage, la balle n'arrête pas. D'accord. Mais avant d'initier cet avantage-là, Tim Duncan a peut-être attrapé la balle dans le high post, a dû faire une triple menace, et une fois qu'il a donné la balle à l'avantage, il n'y a plus de triple menace pour le reste de la possession. Oui. Mais il y en a quand même eu une. Oui. Dans cette possession-là, la première touche. Oui. Right? On le voit, les joueurs, quand ils se font mettre de la pression. Et c'est super important. C'est super intéressant ce que tu dis sur le cas des cliniques. Moi, je dirais aussi sur le cas des réseaux sociaux, parce que des fois, tu vas voir dans des groupes d'entraîneurs quelqu'un qui va poster un article justement sur la triple menace, où il va dire, voilà, la triple menace, c'est pas bon. Bang, l'article est posté. Et quand tu lis l'article, ils vont prendre ce morceau-là, puis ils vont dire, ah, je vous l'avais dit, oui. La triple menace, ça ne sert plus à rien de l'enseigner. C'est pas vrai. Non. On a un jeu qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Toutes les équipes le roulent. Ça s'appelle Floppy en Amérique du Nord. C'est un Diamond Set en Europe. Je ne sais pas c'est quoi le terme, mais c'est des écrans de chaque côté de la bouteille. Et tu as un coureur, right? Quelqu'un qui utilise les écrans soit à droite, soit à gauche, en dessous de l'anneau. Mais celui qui a le ballon en haut du terrain, il doit protéger la balle pendant 1 seconde ou 2. Oui. Right? Il doit être face au cercle, protéger la balle. Soit qu'il est en triple menace avec la balle puis il n'a pas initié son dribble encore, ou son dribble est vif puis il est en protection, mais aussi en regard de. S'il réagit à une pression défensive comme une réaction classique des jeunes aujourd'hui, pression, je mets la balle à terre, il n'y a nulle part où aller. Il y a des écrans dans la bouteille pour un shooter. Oui. Il va aller où avec le ballon? Nulle part. Right? Il ne va pas se rendre à l'anneau. Oui. Parce que tu as 6 personnes à côté du panier. On est en train de libérer un lanceur. S'il réagit de la manière classique, c'est une session perdue au lieu de triple menace de 1 seconde. Je le donne au lanceur et maintenant on joue à partir de l'avantage. Et comme tu dis, triple menace, déjà, c'est pour protéger le ballon, la protection de balle. Moi, regardez. Ça m'a rappelé un truc, c'est que j'avais une discussion avec un coach formateur qui enseignait la triple menace, puis je le vois enseigner la triple menace comme ça, avec les mains et le ballon devant. Et moi, mon réflexe, je suis quand même discret, je ne veux rien dire devant le monde, mais après son exercice, il dit, moi, je n'ai pas appris la triple menace comme ça. Je le fais un petit peu avec classe. Et il me dit, oui, j'ai vu un clinique d'un coach du Real de Madrid qui faisait sa triple menace comme ça. Il dit, il y a un problème, parce que moi, si tu me fais ta triple menace comme ça, tu vas chercher la balle de l'autre côté du terrain, puis tu vas faire remise en jeu. Parce que tu la donnes littéralement au joueur. Si tu es un défenseur agressif, tu es mort. Autre question sur la formation, plus orientée vers les centres. Comme tu vois, on entend beaucoup que le rôle des centres a changé. Enfin, non, on n'entend pas qu'il a changé. On entend dire que les centres n'existent plus. On entend dire que le joueur, comme on voyait à l'époque, qui jouait dos au cercle, qui faisait des moves, qui était un peu dur dessous, ça n'existe plus et que finalement, maintenant, les centres sont des grands postes 3 ou des grands postes 4 qui s'écartent, puis qui ont des skills, des dribbles, des ci, des là. Ça, c'est ce qu'on voit et ce qu'on entend surtout en NBA, parce que moi, ma vision de ça, c'est plus que le rôle de l'intérieur a changé. Mais on voit toujours des beaux centres capables de faire des bons moves à l'intérieur, même en NBA. Mais ce changement au niveau des centres, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer dans la formation au Québec également ou au Canada? Évolution des centres ou des grands au Québec, on voit certainement une différence. C'est plus axé sur le périmètre. Puis peut-être que leur touche
leur dextérité de ballon ou leur sentiment près de l'anneau, il n'est pas aussi développé qu'avant. Fait que le jeu est peut paraître uniforme aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est axé là-dessus? C'est ça que tu es en train de dire? C'est dans le style de jeu du centre ou son importance? C'est ça. Ça ne va pas être vraiment dans son importance, plutôt dans le style. Quand on pense que tous les intérieurs maintenant s'écartent, vont dribbler, puis vont driver, puis tu vois, mais ils ont moins le rôle qu'ils avaient à l'époque de jouer près du cercle. OK, ben moi je répondrai à cette question de la manière suivante. Le centre qui est capable de faire un peu de tout risque d'être le joueur le plus important sur le terrain aujourd'hui. OK, carrément. Parce que il y en a juste moins qu'avant. Oui. Ça se résumerait là, et comment je peux élaborer là-dessus, c'est un jeu plus ouvert aujourd'hui, beaucoup plus axé sur le périmètre, mais les paniers faciles près de l'anneau demeurent quand même très importants. Oui. Ça demeure très important. Puis, si tu as un centre qui est capable, tant mieux s'il est capable de lancer une 3 points. S'il est capable de passer le ballon de l'intérieur vers l'extérieur, tant mieux. S'il est capable de la lancer, de la passer d'en haut de la bouteille à des coupeurs, encore mieux. Là, on commence à en demander beaucoup. Là où le centre s'efface un peu, c'est qu'il est peut-être rendu moyen dans toutes ces habiletés-là. Ouais. Et non supérieur dans une ou deux de ces habiletés. Fait que là, ça fait... L'impact risque d'être moins prononcé du centre. S'il est de niveau moyen dans toutes ces habiletés-là, il risque d'avoir un impact moins élevé parce qu'un meneur de jeu sera toujours supérieur à lui dans les habiletés sur le périmètre. Ouais. Puis là, on vient d'effacer un petit peu son impact physique, disons, ou intérieur. Oui. Et tout à l'heure, ça me revient, quand on discutait, quand on parlait du five-out, on était venu aussi à ce point-là que donc les centres sortent et on en était venu à parler, et je ne sais pas jusqu'à quel point la NBA n'influence pas un petit peu là-dessus, parce que la NBA parfois a intérêt à faire sortir les centres à cause de la défense illégale. À cause des règlements, oui. Oui, à cause des règlements. Donc, on va souvent entendre des conférenciers de NBA qui vont nous donner leurs avis sur le pick and roll, sur ces choses-là. Et finalement, est-ce que c'est adaptable à nous, au Québec, qui n'avons pas de défense illégale? Faut en prendre puis il faut en laisser, ça c'est sûr. Oui. C'est pas toutes les actions NBA qui sont transférables à notre niveau ou au niveau universitaire à cause de justement si une équipe à notre niveau décide de mettre leur plus grand au milieu de la bouteille, oui. Il va falloir trouver une autre solution pour générer des opportunités. Donc, c'est sûr que c'est pas aussi évident. Il y a plein de bonnes techniques ou de tactiques à appliquer, mais il faut l'ajuster à nos règlements puis à notre niveau aussi. Oui, exactement. Tout le monde est en train de regarder le Last Dance, le documentaire sur le Last Dance des Chicago Bulls des années 90. Moi, j'ai toujours voulu enseigner le triangle offense quand j'ai commencé à coacher. J'ai commencé à jouer au basket à cause des Bulls. J'ai voulu enseigner la même chose qu'eux, mais c'est pas mal complexe et peut-être pour le niveau que moi j'avais à ce temps-là, à mes débuts, je n'étais pas assez avancé, mais si je ne pouvais pas ajuster ça à mon niveau, à mon équipe, ça aurait été une erreur de juste poser ce système-là. Ça prend Jordan ou Pippen ou Kobe. Comme tout système, ça prend des joueurs. Ouais. Et d'ailleurs, sur le pick and roll, ça me rappelle quand Charles Dubé-Bré était venu au symposium
et il nous donnait une anecdote qui était vraiment intéressante. C'est pile poil là-dedans. C'est qu'il disait que quand il était aux Spurs, lui, il était à la Summer League avec les Spurs, il avait entendu une discussion entre Popovich, célèbre coach NBA, et Messina, qui était son assistant, très célèbre coach d'Euroleague. Et quand Popovich demande à Messina comment tu défends sur le pic, Messina, il va avec la façon européenne. Il dit sur le pic, tu vas défendre de telle et telle façon. Et là, tout le monde s'arrête et Popovich lui dit ouais, mais sauf que si tu fais ça sur Russell Westbrook, 3 jours après, tu es encore en train d'y courir derrière pour le rattraper. Parce que la dimension athlétique n'est pas la même. Mais pas seulement la dimension athlétique. On a parlé de la défense illégale. Russell Westbrook peut être aussi athlétique qu'il veut. Si 3 secondes avant, il y a un centre qui vient se mettre dans la raquette pour lui bloquer le passage, ça va être quand même difficile. Bon, c'est un monstre, mais ça va être difficile. Donc là, une fois de plus, on voit que la donne est changée par la culture basket, mais aussi surtout par les règlements. C'est sûr que les règles ont un énorme impact. Puis d'ailleurs, dans les règlements ou dans les clubs internationaux, ils ont tendance à rouler plus d'actions avant d'aller directement à l'écran sur la balle pour justement déplacer les autres défenseurs et mettre de la confusion aussi. Donc, il y aurait un ajustement. Je suis pas mal certain qu'un bon coach, même avec Russell Westbrook, jouant au niveau international, ils auraient probablement appliqué 1 ou 2 gestes précédant l'écran sur la balle pour lui donner une ouverture. Ouais. Sinon si tu vas directement à l'écran sur la balle et l'autre équipe est moindrement intelligente ou bonne, ils vont l'anticiper et ils vont te donner une option sur cette attaque-là, puis ça va être l'action qu'eux, ils auront scoutée comme le plus faible pourcentage pour toi, et tu vas te retrouver avec ton pire lancer possible à chaque fois. Ouais, tu me fais penser tu as regardé la Coupe du Monde cet été? Un petit peu? Le coach du Brésil, quand ils battent la Grèce, il le disait même avant le match, il disait Antetokounmpo, c'est pas un challenge pour nous. Il dit le challenge, c'est Printezis. Mais parce qu'en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est pas que Antetokounmpo n'est pas bon. C'est qu'ils ont étudié Antetokounmpo et qu'ils ont vu ce qu'ils allaient faire lors des matchs des Bucks contre les Raptors. Finalement, ils finissent le match, Antetokounmpo finit le match à 12 ou 13 points, Printezis finit à 25. Donc, c'est qu'ils savaient comment gérer l'un, exactement comme tu l'as dit, parce qu'ils l'ont amené où ils avaient envie de l'amener. Et par contre, ils avaient moins d'infos, ou forcément, en se concentrant sur Antetokounmpo, ils avaient moins d'options pour Printezis derrière. Alors, ensuite, débat qu'on entend souvent également, on le voit dans les groupes de coachs sur les réseaux sociaux. Moi, je me base aussi pas mal à ça pour trouver des questions. On voit souvent le débat technique individuelle contre tactique. Alors, il y a des gens, on va souvent voir en Amérique du Nord, les gens croient beaucoup en la technique individuelle, en l'individualité dans sa globalité, l'athlète, la technique, tout ça. En Europe, on va les cataloguer un petit peu plus comme des tacticiens. Donc oui, tu es obligé d'avoir un bon basketteur, mais on va dire que c'est un basket plus tactique, où le joueur est peut-être moins libre. C'est quoi, toi, ta vision par rapport à ça? C'est sûr que tout dépend du groupe d'âge dans lequel moi je travaille. Présentement, je travaille avec le niveau collégial. Si j'étais avec des groupes d'âge plus jeunes, je mettrais un emphase sur le développement du jeune, mais sur le savoir-faire sur le terrain. Ça ne veut pas nécessairement dire que je rentrerais dans des jeux, parce que de la tactique peut aussi être de l'enseignement de comment jouer aussi. C'est le collectif. Il y a une différence entre... Il faut être précis dans ce qu'on dit. Comme le jeu collectif, les gens sous-entendent « Ah, les gens en général, là, les gens pourraient sous-entendre « Ah, eux, ils sont trop collectifs, ils roulent trop de jeux. » C'est pas ça que ça veut dire, non, nécessairement. Le collectif peut aussi dire « Fais la bonne passe. »
fait la passe qui mène à l'avantage, reconnaît l'avantage ou qui est en avantage. Fait que c'est là où comme il y a peut-être une différence de définition ou de... Mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est comme finalement savoir jouer libre. La Oui, tactique, c'est pas seulement de faire des croix, des ronds, puis on respecte tous les trucs comme ouais. ça. Et tu vois, tu as dû voir ça aussi dans The Last Dance, Doug Collins, qui Mhm. disait c'est quoi votre technique, c'est quoi votre tactique à la fin? Et il riait en disant c'est donner la Donne balle la... à Mike et cassez-vous de là. Ben, Ouais. c'est résumé très vulgairement, mais malheureusement, c'est ce qu'on voit parfois dans les programmes. C'est que tu as un Ouais. joueur qui est fort, et pour eux, jeu libre, ça veut dire tu lui donnes la balle, puis tu attends voir ce qu'il va faire avec. Mais Ouais. il y a une façon de bouger autour du porteur de balle par rapport à cette action. 100%. Et le porteur doit reconnaître les avantages. Puis encore une fois, il y a un danger là. On voit un jeu. Doug Collins en fait une blague Ouais, parce que, avec les journalistes, ah, donne la balle à Michael Jordan et cassez-vous. ouais. Mais là, tout le monde pense que c'est ça qu'ils ont fait à chaque possession. Alors que non. Alors que non, oui, il prenait beaucoup de lancers, puis il avait un pourcentage d'utilisation élevé, mais là où on tombe dans ces dangers ou dans ces pièges de généraliser souvent quand on coach des plus jeunes, puis mets le ballon dans les mains du meilleur joueur et regardons ce qui va se passer. Mais c'est pas une mauvaise tactique, mais collectivement, il y a quand même un soutien ou un enseignement qu'on peut apporter. OK, ben, on va initier le jeu avec lui. Les autres, vous allez jouer, vous allez bouger ou réagir en fonction. Puis Mike, ben, fait le bon jeu, fait la bonne passe ou puis à partir de on joue peut-être à partir de l'avantage. C'est là où il y a un manque d'équilibre dans le soutien individuel et collectif. Si Ouais, on peut revenir à ces mots-là, là, les deux sont presque également importants. ouais, Si tes individus sur ton équipe ne sont pas capables de faire maîtriser des fondamentaux de base, bien, peu importe ce que tu leur apprends collectivement, tu as beau avoir le meilleur livre de basket, ça ne sera pas bon non plus. ouais. Comme s'il y a une lacune que tu as observée ou tu as identifiée dans un de tes meilleurs joueurs, bien, pour moi, dans mon cas, moi, ça va être très difficile pour moi de l'ignorer, malgré que collectivement, je veux continuer à progresser puis à soutenir leur apprentissage dans le basket. OK. Je je vais y aller encore plus en détail. Nous, on utilise des écrans sur le ballon. Ouais, On utilise d'autres choses, mais l'écran sur la balle est une pièce importante de notre attaque. Puis, il y a un aspect collectif, mais individuel aussi. C'est mon meneur de ballon ou meneur de jeu. Il ouais. faut qu'il puisse reconnaître qui va avoir un avantage sur cet écran-là. Est-ce que ça va être le grand qui roule? Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être un coéquipier qui bouge derrière l'écran? Et il faut qu'il possède l'habileté technique pour s'assurer que la balle se rende à ce spot-là sur le Ouais. terrain. Fait que moi, OK, on pratique nos écrans sur la balle, puis là, je m'aperçois qu'il est moins fort à gauche qu'il est à droite. Je pourrais, me faire en sorte qu'il prend tous ses écrans à droite ou Le je pourrais développer. développer et garder un équilibre. OK. OK, OK. Non, c'est excellent comme réponse. Alors, ensuite, toi, Kobe Bryant, en fait, a fait une sortie il y a quelques années disant qu'il n'était pas pour que les joueurs jouent l'été dans des ligues AAU. C'est quoi ta vision? Toi, tu coaches collégial, donc, si tes joueurs veulent encore aller jouer dans une ligue l'été, est-ce que tu es plutôt pour ça ou tu serais plutôt contre ça? Euh, ça dépend de l'individu. Ça dépend encore une fois
Ça dépend du cas ou de chaque situation. Si, par exemple, on va prendre un jeune qui a moins joué cette année pour notre programme, et là, il a continué à se développer et il a besoin de plus d'expérience, moi, je vais être pour qu'il aille jouer sur une équipe d'été, une bonne équipe d'été qui est bien structurée ou organisée, mais je vais aussi vouloir qu'il s'assure qu'il a un rôle important dans le sens d'opportunité qui va être sur le terrain. Fait qu'il va gagner de l'expérience. Donc, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que tu recherches. Si c'est du jeu de parc, par exemple, ben, va jouer dans le parc. Ouais. Tu vas te sauver des sous et tu vas te bronzer au moins. Fait que, encore une fois, ça dépend encore une fois de ce que tu cherches. S'il y a un joueur qui va rentrer dans sa dernière année collégiale avec nous et il a besoin d'être vu davantage par des recruteurs universitaires, bien, certainement, il devrait jouer sur une équipe d'été. Encore une fois, un bon club, une bonne organisation structurée, organisée, qui vont voir de la bonne compétition parce qu'il y a des circuits l'été. Il y a des circuits l'été qui offrent de la compétition élite très élevée. Là. Ouais. Mais il y a aussi des circuits ou des tournois qui sont très faibles et que c'est juste pour faire du cash. Ouais. Il y a de toutes sortes. Fait il y a une étude à faire. Kobe Bryant, il l'a dit par rapport à... Il a fait une remarque généralisation, mais je pense qu'il visait plutôt... en tout cas, je ne peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il visait le niveau ordinaire des AAU ou des clubs d'été. Moi, je pense que tu as apporté une réponse, pardon, vraiment brillante et c'est vraiment la meilleure réponse que j'ai entendue là-dessus. C'est-à-dire déjà la différence, est-ce qu'il a joué cette année, est-ce qu'il n'a pas joué cette année? Ouais. Donc, un joueur qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, ça va lui faire du bien d'avoir du temps de terrain. Un joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu, est-ce que tu veux l'envoyer encore là-dessus? Il y a un autre point, moi personnellement, c'est l'œil du préparateur physique. L'été, tu travailles physiquement. Ouais. Un joueur qui a des grosses lacunes physiques et qui a des problèmes là-dessus, c'est une bonne période pour travailler. Ensuite, 100%. c'est le but aussi, comme tu disais, du programme ou de l'équipe dans laquelle il va aller. Est-ce que le but, c'est de gagner ou est-ce que le but, c'est d'aider encore les jeunes à se former? Donc, si tu as un match par semaine, mais que tu as du développement de skills, tout ça, pendant la semaine, c'est parfait. Oui, j'ajouterais juste à ma réponse, ça dépend du besoin personnel du joueur. Ouais. S'il a un besoin prononcé physique, peut-être que voyager puis passer 10 jours sur la route à chaque fois puis de prendre des vols d'avion, peut-être que pour lui qui a besoin de ce soutien physique, peut-être que faut prioriser autre chose. Oui. Alors, prochaine question. La fenêtre de développement la plus importante en termes d'âge pour toi, pour les joueurs? La fenêtre à ne pas rater, la tranche d'âge à ne pas rater pour le développement individuel d'un joueur. C'est sûr que je n'ai pas passé beaucoup de temps à réfléchir sur ça parce que j'ai jamais eu besoin de... Je coach du collégial, puis c'est une job à temps partiel, fait que je me focus sur mon groupe. Ouais. Mais avec du recul, dans un monde idéal qu'on travaille rarement avec, je dirais peut-être que c'est entre 12 à 14 ans. Ouais. Ça serait mon guess. Comme j'ai pas lu, ça fait longtemps que j'ai pas coaché ce groupe d'âge-là. Mais juste avant 14 ans, je dirais que ce serait important de voir une certaine direction prendre forme. Jeune pour l'assimilation, tout ça. Ouais. Oui, et on le disait, hein, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, emmagasiner vraiment une technique des mouvements, un développement de mouvements jeunes, ça te permet de te développer plus tôt. Je t'avais donné l'anecdote parce qu'il y a pas mal de gens qui savent que j'aide des joueurs à partir en Europe pour continuer à jouer au basketball
à s'amuser. Puis des fois, quand j'envoie des profils de joueurs de 18-19 ans à des coachs français, souvent la réponse qui me revient, c'est « Ah, mais pourquoi je le prendrais? J'ai des joueurs de 15-16 ans qui sont capables de faire ça. » Et comme on disait, c'est commencer peut-être le développement de certaines habiletés plus tôt pour arriver à passer à autre chose et à évoluer de façon différente. Ouais. C'est quoi, toi, les valeurs que tu veux qu'il y ait dans ton équipe à Brébeuf? Les valeurs importantes, les valeurs d'équipe pour toi qui sont importantes? L'entraide. L'entraide, c'en est une grande. On est tous là pour le même objectif. On veut performer en groupe, puis on veut aussi que les individus se développent et performent. Fait que l'entraide, c'est important. Puis il n'y a pas personne qui devrait être dans sa bulle puis qui devrait juste penser à soi. Ça demeure un sport d'équipe. Puis on demande souvent de nos meilleurs joueurs ou nos plus vieux ou nos plus avec ceux avec le plus d'expérience, on leur donne le rôle de veiller sur les plus jeunes et de les prendre sous leur aile. Sur le plan physique, skills, habiletés techniques et sur le plan académique. On veut que les joueurs, on leur en demande beaucoup, mais on veut qu'ils veillent les uns sur les autres. S'il y en a qui rentrent et sont dans leur première année collégiale, puis ils n'ont aucune idée comment faire de la muscu, puis on leur a remis le programme, ben oui, moi, je vais l'introduire ou notre préparateur physique va l'introduire une première fois avec des démonstrations. Ouais. On s'attend à ce que ceux qui adorent aller à la salle de musculation, ben, qu'ils le prennent aussi par la main une couple de fois, puis qu'ils le prennent sous leur aile, puis qu'ils lui montrent. Ouais. On s'attend à ça dans des jeunes dans notre programme. Entraide serait un. L'engagement. L'engagement et la transparence. On veut que le jeune soit honnête avec nous, mais aussi avec soi-même. Right? C'est correct de veiller, de rêver à la NBA. On veut pas être ces gens-là qui disaient perds pas ton temps, la NBA c'est trop haut ou whatever. Tout le monde a le droit de rêver. Oui. Okay? Si tu as le courage de te le dire et de l'avouer à quelqu'un, moi, je veux vraiment faire la NBA ou je veux faire la NCAA ou je veux jouer pro, et tu es honnête, tu ne dis pas juste ça pour plaire. Ouais. Parce qu'on aime autant ceux qui sont « je vais avoir une bonne expérience collégiale, je vais aller à l'université, être dans un bon programme académique et ensuite je veux travailler ». Ça, c'est bon aussi. Oui. C'est très bon aussi. Là où c'est lié, c'est on veut que tu sois honnête et que tu sois engagé envers ton objectif. Oui. On a des jeunes avec des objectifs très élevés. Si on croit qu'ils disent ça pour les bonnes raisons, bien OK, bien voici tout ce qu'il y a à faire pour que tu puisses te rendre. Oui. Right? Et là, tu nous as parlé d'un truc qui m'intéresse. Le rapport avec la NBA et le rêve de NBA. On a vu dans l'actualité, là, Karim Mané de Vanier qui s'est inscrit au repêchage et qui est observé depuis longtemps par les scouts, tout ça. Moi, c'est mon opinion personnelle, je trouve que les cégeps au Québec travaillent très bien. On voit du beau basket, on voit du résultat depuis des années. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va se reproduire de façon plus fréquente dans le futur, de voir des joueurs peut-être sortir directement du cégep pour tenter leur chance en NBA? Une très bonne question. C'est difficile à anticiper parce que ça dépend si les futurs potentiels similaires au niveau de Karim, est-ce que dorénavant, ils vont rester au Québec et évoluer dans la Ligue collégiale ou à 15-16 ans, ils vont quitter la province pour aller dans un club privé ou dans un club civil aux États-Unis ou en Ontario? Ouais. Fait que beaucoup de la réponse à cette question, si le saut va se faire du cégep à la NBA,
va dépendre de la présence de ces potentiels-là. Ouais. Et en deuxième lieu, si ces potentiels-là décident de rester et évoluer dans la ligue collégiale, est-ce qu'ils vont mettre le travail nécessaire? Ouais. Parce que Karim, il n'est pas devenu bon comme ça par accident, là. Il a mis du travail Ils ont fait du très bon travail. dans son temps libre, dans son temps personnel. Ouais. C'est sûr. Fait que je pense que ça se joue beaucoup sur ces deux aspects-là. Et je pense que comme ligue ou comme structure, on offre le potentiel ou la possibilité de faire ce travail-là. Oui. Euh, Je voulais en venir là d'ailleurs, parce que bon, je pose cette question en fait pour plusieurs points. Le premier, c'est que finalement, on s'aperçoit que les cégeps font du bon travail et qu'il y a des joueurs de ce calibre-là qui restent. On a des cégeps comme Montmorency, tout ça, qui arrivent à décrocher des titres nationaux. Il y a un autre fait aussi, c'est que, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on est en train de parler en ce moment qu'il y a des gros prospects universitaires qui seraient capables de sauter l'université pour se rendre directement en G-League. Et on voit ça cette année, c'est sur la table parce qu'il me semble qu'il y a un joueur de Memphis. Oui, c'est un nouveau projet, oui. C'est ça. Donc, est-ce que les joueurs ne vont pas finalement se dire on reste au cégep, au Québec, parce que c'est bon, et on tente notre chance peut-être en sautant, c'est tout à fait quelque chose au hasard que je vais dire, hein, en sautant la NCAA comme sont en train de faire finalement les Américains. Ouais. Ce qu'il faut analyser dans cette situation-là, c'est que c'est une équipe, je pense. Ouais. Dans la G-League, qui vont garder les meilleurs prodiges de 17-18 ans. Moi, je ferais un peu attention parce que c'est pas pour tout le monde. Ouais. Et on saute beaucoup d'étapes, là. Mm. On saute beaucoup d'étapes, là. Fait que c'est encore très nouveau comme situation. Je le sais pas. Je le Ouais. sais pas. Et d'un œil extérieur, par rapport, par exemple, aux écoles secondaires, tout ça, est-ce qu'il y a une structure favorable dans les cégeps pour développer de la performance au basketball? Est-ce qu'il y a une structure Favorable dans le fonctionnement de la ligue, peut-être, ou Ouais. peut-être une facilité de recrutement, peut-être plus de structures comme le gymnase, salle de musculation. Est-ce qu'on a un outil supplémentaire ou un avantage par rapport… Ouais, Est-ce qu'on parle de la ligue ou est-ce qu'on parle de l'institution? je te dirais de l'institution. OK. Même des deux. Là-dessus. Allez, partons sur les deux. OK. Ouais. Du côté de la ligue, je pense que côté ressources de promotion, visibilité, il y a nécessairement un travail qui pourrait davantage se faire. Ouais. La ligue, elle est bonne. La ligue, elle est bonne. Des recruteurs universitaires, j'entends souvent que c'est comparable au niveau junior college aux États-Unis. Ouais. Mais les recruteurs passent beaucoup plus de temps sur les talents sortant du junior college que la ligue collégiale. La ligue collégiale, malgré qu'elle existe depuis très longtemps, est encore pas mal inconnue. Ouais. Les ligues privées ou les clubs privés ont une plus grande présence sur les médias, sur côté visibilité sur l'Internet que la ligue. Right? Ouais. Fait que du côté de la ligue, il peut y avoir une évolution de ce côté-là. Ça prend plus de ressources. Ouais. Right? Je ne sais pas qu'est-ce que la ligue pourrait faire de plus qui mènerait à une amélioration autre que ça. Ouais. Si tu as quelque chose, I don't know, like… Tu vas pouvoir m'éclairer. J'ai vu, il me semble que c'est cette fois, il me semble qu'il y a des cégeps qui s'inscrivent dans des ligues parallèles. Ouais. Je n'ai plus le nom en tête. Ouais, la NPA. Ouais, ouais. c'est ça. OK. Fait que la NBA, c'est une ligue privée ouais. qui a des clubs au Canada. Puis, essentiellement, ce qu'ils font de très bien, c'est développer la visibilité. OK.
il y a du talent dans la ligue, il y a des clubs, il y a des ressources. Je ne connais pas la ligue tant que ça, là, mais c'est des clubs qui sont associés à des écoles, puis ils mettent de l'argent là. OK. Ils doivent voyager, etc. Le niveau de talent est bon. Ouais. Mais là où cette ligue-là prend beaucoup de place, c'est sur la visibilité dans les médias puis dans l'Internet. OK. Donc, c'est la façon de se promouvoir et de se vendre. Absolument. Ils sont très bons à faire ça. Ils sont Ouais. très bons à faire ça. De l'autre côté, notre ligue, elle a tout ce qu'il faut côté talent. Il y a du talent dans la ligue. Il y a de très bons coachs dans la ligue. Ouais. Les programmes ils ont des identités. Du moins pour moi, là, quand je fais mes préparations puis mon scouting, chacun des programmes ou des équipes dans notre ligue, ils ont leur identité. Ouais. Et en termes de visibilité, la ligue, elle est encore inconnue. Ouais. Donc, leur gros point de développement serait la communication, serait de se faire connaître plus que ça. Ouais. On arrive au bout de l'entrevue. Mais Ouais. on n'a pas touché sur le côté des institutions. OK. Les institutions, ça prend des ressources. Ouais. On va tout le temps être limité par le plafond des ressources. OK? Si ton plafond est ici, ben, tu vas pouvoir juste te rendre ici. Ouais. Si tes ressources augmentent, ben là, tout à coup, tu peux avoir accès à je sais pas, une meilleure nutrition. Peut-être que tu peux offrir une meilleure nutrition à tes athlètes. Ça, la conversation commencerait par les ressources dans les institutions. Ouais. Nutrition, préparation physique, traitement. Accès au matériel. On peut ouvrir la conversation sur beaucoup de choses. Ouais. Il y a un axe de progression sur les aspects qui tournent autour du basketball. Alors, on arrive à la fin de l'entrevue et je vais te demander, en fait, est-ce que Coach Mike a des projets dans les années ou dans les mois à venir, bien sûr, en sortant du COVID? Tu sais, de manière globale, j'aimerais partager davantage. J'ai tout le temps été, comment dire, le client. Ouais. Euh, Quand je me suis développé comme coach, j'étais tout le temps la personne à aller chercher de l'information. J'aimerais ça partager davantage. Et c'est pas juste parce que là, on se retrouve dans cette situation de la COVID, mais c'est un sentiment qui se développait chez moi. Je pense que je suis prêt à partager davantage maintenant. Je me sens assez confortable et sécure dans les apprentissages que j'ai faits que je peux maintenant partager avec d'autres coachs, des coachs plus jeunes, etc. Ouais. Côté professionnel, c'est sûr que je vais toujours garder un œil sur les opportunités qui s'ouvrent. De mon côté, je suis content à Brébeuf. Ils me traitent bien. C'est sûr que j'aimerais tout le temps, à chaque année, que les ressources augmentent à chaque année comme coach. J'aimerais aussi, ça c'est un petit peu plus difficile, mais maintenant que si je garde le même emploi, mes étés pourraient être libres. Fait que j'aimerais explorer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan, davantage sur le côté basket, mais c'est pas évident parce que souvent ça ne fit pas avec l'horaire. Ouais. Des fois, eux, ils commencent les compétitions. Puis je parle de comme juste suivre des équipes nationales de la Pologne, par exemple, en préparation. Il y a quelques années, je suis passé très proche de pouvoir juste observer ou participer à leur camp d'entraînement, mais ça ne Ça fitait coïncidait aucunement. pas? Ouais, j'étais off de 1 mois dans le calendrier là, parce qu'eux, ils commençaient plus tard, puis moi, mes vacances, c'était là. OK. Et Donc, tu es rendu aussi à l'époque, tu es rendu à la période de partager justement tout ce que tu as pu emmagasiner au fil du temps. ouais, avec ceux qui le veulent, c'est sûr. Si les gens ne veulent rien savoir de moi, c'est correct. C'est ça. Mais de toute façon, quand tu mets quelque chose en place, tu nous le laisseras savoir. Comme ça, on pourra partager les liens si tu fais des formations, des conférences, des trucs comme ça. Sure.
Mais écoute, on arrive à la fin là. Je te remercie pour le temps que tu nous as alloué et de nous avoir partagé justement toute ta précieuse expérience. Et je te remercie encore une fois. Je remercie tout le monde aussi de suivre la capsule About the Rim. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir. Merci.